Hello, on se retrouve pour une nouvelle palette tactique avec encore une fois à la baguette Guillaume du Basket Lab qui évidemment est un must follow sur YouTube et sur Twitter. Sur ces plateformes, il analyse le jeu comme personne en France et dans le cas où vous ne connaîtriez pas déjà, ce serait une erreur de ne pas aller voir ce qu'il fait. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il va nous montrer comment LeBron James a, à lui tout seul ou presque, complètement disséqué la défense des Clippers pour permettre aux Lakers dernièrement de revenir au score puis de s'imposer. Encore une fois, Guillaume nous a pondu un super travail et des conclusions super intéressantes. On ne perd pas plus de temps, on lui donne la parole. Le money time de LeBron James, donc, et des Lakers. Et là, je pense que de suite, bon, j'élimine un peu toute la partie, la première moitié du quatrième quart-temps où il y a la transition, il y a des 3 points, et des 3 points en transition aussi, où les Lakers commencent à remonter. On va dire qu'on peut commencer autour de la 5e, 6e minute, à partir du moment où on a commencé le vrai money time, à dérouler le plan de jeu classique, c'est-à-dire la balle à LeBron James, un pick and roll pour lui obtenir un switch. Voilà, le classique, hein, le classico del Madrido, comme diraient certains. mais oui, c'était le classique, on le connaît, c'est toujours pareil, dans le money time, juste on donne la balle à LeBron James, on lui donne un écran, voir comment la défense réagit aussi. Parce que soit la défense fait un switch, et LeBron peut attaquer le switch d'une manière ou d'une autre, soit sinon, il n'y a pas de switch, et donc il y a aussi une manière de... s'il n'y a pas un switch, ça veut dire qu'il y a peut-être 2 sur le ballon, et donc ça libère une passe un peu facile sur le roll, du pick and roll, ou plein d'autres façons comme ça. Donc voilà, le classique pour le money time des Lakers, ballon à LeBron, un pick and roll, un écran, et on voit ce qui se passe. Et là aussi, je pense que beaucoup de monde, beaucoup de fans des Clippers vont râler, mais là pour le coup, moi je vais le défendre. Je vais défendre Tyronn Lue, et vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, ce n'est que mon interprétation en plus. Mais je pense que, en un sens, je suis d'accord avec ce qu'a voulu faire Tyronn Lue, même si beaucoup ont râlé que pourquoi concéder des switches? Pourquoi est-ce que, si vous êtes les Clippers, pourquoi avoir concédé autant de switches faciles? Parce que c'était pas des switches que LeBron a été obligé de forcer. Comme on s'en souvient, il y a le fameux match il y a 4 ans, la chasse au Lou Williams, le choc avant le Covid. Voilà, c'était Lou Williams. Lou Williams ne voulait pas switcher. LeBron il y allait quand même, il arrivait à la fin à obtenir le switch. Là, par contre, c'était pas ça. Là, c'était un switch automatique. Et c'est peut-être ça qui énerve aussi les fans des Clippers, et je peux comprendre. On n'a même pas eu à se battre pour obtenir le switch et donc le mismatch. Les Clippers offraient ça de suite. Mais je pense que, si je devais un peu argumenter pourquoi est-ce que Tyronn Lue a fait ça, je pense que c'est aussi en rapport à LeBron James et à l'état de santé, non, mais en tout cas, où est-ce qu'il en est LeBron James dans sa carrière, en termes de physico-athlétique. C'est-à-dire que je pense qu'en effet, il y a 4-5 ans, faire ça, c'était un peu dangereux. Je pense qu'aujourd'hui, ça se défend, vu quelle défense ensuite Tyronn Lue a déployé autour. C'est-à-dire que l'idée, en fait, pour vous dire, l'idée pour moi, c'était on switch pour ne pas concéder un décalage sur le pick and roll. C'est-à-dire que, imaginez vous êtes en drop, imaginez vous êtes donc c'est-à-dire le défenseur Daniel Theis, il vient sur l'écran, mais il reste bas par rapport à l'écran, on fait un drop. Le problème, c'est que faire un drop, ça laisse un peu d'espace, et même un peu trop d'espace pour LeBron James, qui peut, à ce moment-là, profiter de ce petit décalage créé par l'écran pour prendre de la vitesse et pour aller au panier. Il y a un peu toujours cette menace avec LeBron, du drive contre le drop, donc voilà. Et puis, si tu fais du edge, si tu fais une prise à 2, ou alors tu fais une prise à 2 très agressive ou juste un peu agressive, juste 2 sur le ballon, et ça libère le passing. Ça déverrouille le passing de LeBron qui peut passer par-dessus la prise à 2, punir cette prise à 2, ça déroule derrière parce que comme il y a 2 sur LeBron, il y a un surnombre. Donc voilà, vous voyez que le drop, ça peut être dangereux par rapport au fait de laisser trop d'espace à LeBron pour driver. Et le edge, monter au niveau de l'écran, ou alors monter au-delà du niveau de l'écran, un hard edge, ou un trap, une prise à 2, une trap carrément, ça peut déverrouiller aussi, ça peut laisser le passing de LeBron James vous punir. Donc c'est pas des bonnes solutions, alors que, au contraire, pourquoi Tyronn Lue a voulu switcher, à mon avis, c'est pour offrir un mismatch. Et c'est le fait que LeBron, il commence un peu à vieillir, mine de rien. Et LeBron, c'est plus du tout la machine de drive que c'était à l'époque, et que ça a toujours été en carrière. Là, aujourd'hui, il est toujours aussi bon, le jump shot est de mieux en mieux d'ailleurs, mais le drive, par contre, il y a moins l'explosivité. Il y a encore plus de puissance, mais il y a moins l'explosivité. Donc ça explose moins sur le premier pas, ou même après, pour aller au panier. Donc, le plan est très simple, on concède le switch, et même si Daniel Theis est un peu plus lent, du coup, sur l'isolation,
il n'y a quand même pas un différentiel aussi grand que ça peut être le cas contre un LeBron James dans son prime. Et puis surtout, on a aussi quelqu'un qui va aider en deuxième rideau, d'une part. Et puis, comme dit aussi, le fait de faire un switch, ça fait que LeBron doit attaquer une isolation un contre un un peu classique. Donc il a le switch, il doit attaquer à un contre un peu statique, de base. Alors que, si vous autorisez LeBron à sortir d'un pick and roll et avec un peu d'espace devant lui, il peut prendre de la vitesse et il peut enchaîner sur le drive. Donc pour moi, le choix, c'était ça, on fait un switch pour ne pas lui offrir un peu ce surplus d'espace et de décalage et le forcer en fait à attaquer une situation un peu plus statique en fait, une isolation, un contre un peu plus statique, où il a plus forcément tout le temps le premier pas, sachant que derrière on a peut-être aussi une aide au panier, d'une part, et puis surtout, c'est ça aussi que peut-être tout le monde n'a pas assez relevé, je trouve à mon sens, c'est que on n'était pas seulement sur un switch. Alors, la première possession, oui, et du coup, LeBron a pu tranquillement s'installer, le 1 contre 1, il a pu prendre le pull-up à 3 points, un step back, il l'a mis, mais bon, certes il l'a mis, mais vous voyez que je pense que si vous êtes la défense des Clippers, vous préférez que LeBron prenne un step back plutôt qu'il aille au panier, déjà, première chose, il y a une différence de rentabilité qui est énorme, mais ensuite, quel a été l'ajustement immédiat de la part de Tyronn Lue, en fait c'est pas de faire seulement un switch, mais un switch and double. C'est-à-dire, certes, au niveau et au moment de l'écran, on switch, mais en fait, c'est un faux switch, parce que c'est juste une prise à 2 à retardement. Au niveau de l'écran, on change, donc on lui offre Daniel Theis, mais en fait, avec 1 seconde ou 2 secondes de décalage, nous avons Terrence Mann qui arrive. Et donc en fait, ça se transforme de facto en une prise à 2, mais à retardement. Et l'avantage, c'est que plutôt que de faire une vraie prise à 2 où LeBron peut lire, passer par-dessus la prise à 2 et passer vers le poseur d'écran qui est en train de rouler au panier, là, c'est une prise à 2 à retardement et LeBron, il est en 1 contre 2. Et il n'y a pas le poseur d'écran pas loin, si vous voulez, pour recevoir une passe et pour aller attaquer le surnombre. Non, là on switch, donc ok, 1 contre 1, et puis ensuite il y a la prise à 2 qui vient, donc notamment on faisait venir Terrence Mann, depuis la main droite de LeBron James, il y a Terrence Mann qui venait, qui accourait pour faire une prise à 2, et donc voilà, le schéma c'était un peu un switch and double. C'est ça surtout. Et bon, au final, il se trouve que ça n'a pas tant marché que ça parce que il y a eu 2 problèmes. Le problème, c'est l'ajustement des Lakers qui se sont très très bien ajustés. C'est-à-dire, Terrence Mann, tu viens aider, ok, pas de problème. Mais alors, l'attaquant de Terrence Mann, donc souvent c'était D'Angelo Russell, au bout d'une possession, il a compris, il s'est adapté, ou alors on lui a dit de s'ajuster, et donc il venait couper derrière l'aide en fait. Et ce qui fait que, d'accord, Terrence Mann déclenchait une prise à 2, LeBron était en 1 contre 2, mais comme il y avait D'Angelo Russell qui venait couper derrière l'aide, ça faisait une passe facile, et on a eu 2 situations coup sur coup où Russell est venu faire le connecteur, comme on dit. Donc il vient, il coupe derrière l'aide, il reçoit la balle, il l'envoie vers Hachimura. Et ça a créé, d'une part, premièrement, un tir à 3 points ouvert dans le corner, ok. Et puis deuxièmement, ça a créé une autre situation pareille, mais cette fois, sur le close-out, Kawhi Leonard se jette, et donc Hachimura, plutôt que de prendre le catch and shoot, il attaque sur du drive, il attaque le close-out, il va au panier, et ça fait 2 points. Donc voilà, finalement on a eu le switch and double n'a pas marché parce qu'on a eu l'ajustement des Lakers qui ont réussi très bien à s'ajuster. Donc évidemment, c'est pas que les Lakers, c'est le coaching staff pour avoir remarqué ça, mais aussi l'exécution de LeBron James pour faire la passe, reconnaître, lire les défenses. Évidemment, ça il est toujours fantastique. Donc voilà, il a réussi à faire ça. Et puis l'autre problème, pour moi, c'était le rebond en fait. C'est-à-dire que pour moi, le fait de switcher et d'offrir un switch à LeBron, les Clippers ne l'ont pas tant payé que ça au niveau même du switch et du ballon. Et finalement, Daniel Theis, il n'a pas si souffert que ça. Il n'a pas tant souffert que ça face à LeBron en 1 contre 1. On n'a pas vu, à part donc le pull-up à 3 points, la première action du Money Time. Mais à part ça, on n'a pas vu trop non plus Theis souffrir. Par contre, ce qui est arrivé 2, 3, 4, 5 fois sur ce Money Time, 5 fois sur 7 ou 8 possessions, c'est que le switch, il crée un autre mismatch. Parce que si Daniel Theis, il est sur LeBron, ça veut dire que le défenseur qui à la base était sur LeBron, il est sur Anthony Davis. Et donc, notamment, Davis, il s'est fait plaisir, il a fait énormément de bien, Anthony Davis, au niveau du rebond défensif, au niveau du rebond offensif, parce que
Parce que tantôt sur Kawhi Leonard, tantôt sur James Harden, ce sont deux joueurs qui sont certes assez costauds, mais qui ne sont pas de taille à éloigner Anthony Davis du panier et à le tenir hors du rebond offensif. Donc pour moi, c'est surtout là-dessus que la défense des Clippers a souffert. C'est pas tant le Tice face à LeBron, c'est le fait qu'on a eu, j'ai compté 5 fois un rebond offensif parce que Anthony Davis, il n'est pas défendu par un intérieur. Et donc, quand on a un pull-up qui est manqué de la part de LeBron, on a Anthony Davis qui vole par-dessus tout le monde et qui obtient 2 lancers francs, et donc qui les met, il égalise à 106-106. On a d'autres situations, il récupère la balle, il ressort, et puis on fait un reset, et le premier tir a été manqué, mais du coup LeBron a une deuxième chance, il renvoie, on a un nouveau corner, tir à 3 points dans le corner de la part de Hachimura, cette fois il le met. On a eu d'autres fois aussi, pareil, ça se bataille au rebond offensif, Anthony Davis pose des problèmes là-dessus, et du coup les Clippers ne peuvent pas garder la balle, enfin bref. Vraiment, ce qui a fait du mal au switch, en fait, c'était pas tant LeBron et le ballon, c'était pas Tice face au ballon. Cet aspect-là du switch, c'était l'autre partie. C'était Anthony Davis, en fait. Ça s'est vraiment joué là. Donc voilà, je pense que c'était assez important à expliciter parce que c'est pas tout le temps que ça se passe comme ça. Je pense que la stratégie de Tyronn Lue vis-à-vis de LeBron James, elle avait du sens, de ne pas lui offrir un peu d'espace, un peu de décalage sur pick and roll, mais de le forcer à attaquer une isolation un peu plus statique. À son âge, ça a du sens. Mais par contre, là où malheureusement ça n'a pas marché, c'est qu'Anthony Davis a été énorme au rebond offensif. Et donc les Lakers ont pu multiplier le nombre de deuxième chances et troisième chances. Et c'est comme ça qu'on a eu pour moi cette fin de match. Et que les Lakers ont réussi à battre finalement le switch des Clippers, c'est ça. C'est pas tant le ballon, c'est le rebond offensif. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.